Pendant des millénaires, nous avons marché sur la terre avec l'arrogance des propriétaires, ignorant que le sol que nous foulons n'est que le toit d'un royaume oublié. Mais le silence a pris fin. Depuis les profondeurs inexplorées, une civilisation ancestrale émerge pour réclamer son héritage, la planète entière. Ce ne sont pas des envahisseurs, mais les vrais propriétaires qui reviennent. Face à cette force irrésistible, l'humanité vacille au bord d'un choix impossible. Céder sa position dominante pour coexister ou lutter pour une suprématie perdue. Dans cette guerre mondiale, l'indécision engendre le chaos. La lutte pour la survie changera notre histoire et condamnera le monde à une destruction totale. Merci aux membres du club, Elite ENMINUTOS, d'avoir rendu ce contenu possible. Si tu veux nous soutenir et rejoindre notre famille, clique sur le bouton rejoindre, que tu vois juste en bas. C'est parti, on commence! L'histoire débute avec un groupe de pêcheurs qui profitent du moment pendant qu'ils travaillent à haute mer. La journée semble prometteuse et le filet qu'ils sortent de l'eau remonte plus chargé que jamais. Soudain, le cri d'une créature résonne parmi les poissons, et tout l'attirail commence à trembler violemment. Le capitaine, inquiet pour la sécurité de son équipage, saisit un fusil et appuie sur la gâchette au moment où la bête montre son visage à la surface. À Barclay, un analyste junior reçoit une alerte urgente sur son téléphone suite à l'urgence. Il est obligé de réveiller sa fille, Kirby, en pleine nuit pour l'emmener chez sa mère. 15 minutes plus tard, un véhicule officiel arrive à son immeuble pour la conduire. Cependant, ils doivent d'abord régler la situation de la petite fille. Barclay finit par convaincre les agents de dévier leur itinéraire et de remettre Kirby directement à sa mère. Elle n'est pas du tout contente de cette interruption, car ce soir-là, on célébrait la fête de son nouveau compagnon. Et elle est convaincue que Barclay a tout orchestré uniquement pour gâcher ses plans. Une fois de retour sur la route, Anna l'informe qu'un avion privé les attend. Même si elle ignore la destination, l'urgence est absolue. Une fois à bord, on lui annonce que sa présence n'est que pour remplacer un agent actuellement en mission en Écosse. Par conséquent, les instructions sont claires. Il doit rester en retrait et ne pas parler, à moins qu'on ne s'adresse directement à lui. L'avion transporte des agents importants qui s'interrogent sur l'opération. Mais Barclay insiste surtout sur le fait qu'il ne fait pas partie de ce cercle et n'est qu'un simple analyste de bas niveau. Peu après, chacun reçoit une tablette cryptée avec les dernières informations sur la crise. La nervosité trahit Barclay qui oublie son mot de passe. À côté de lui, Pinette lui montre les images sur son propre appareil et le contenu est impressionnant. D'étranges créatures aquatiques attaquent violemment des humains sur une île isolée du Golfe. Cette révélation plonge Barclay dans la panique. Il avoue à Pinette que sa seule expérience opérationnelle a été de remplacer un agent pendant à peine 1 heure, il y a 5 ans, alors que sa femme accouchait. Il ne sait pas quoi faire et affirme désespérément qu'ils ont fait une grave erreur. Pinette écoute et comprend que Barclay manque de formation, mais refuse d'en assumer la responsabilité. Il met ses écouteurs et l'ignore. Le lendemain matin, l'équipe atteint l'île de Dragonera et embarque dans un hélicoptère vers une base secrète, où un groupe de soldats sera chargé de leur sécurité. L'unité parcourt le terrain des heures durant, jusqu'à un village entièrement militarisé pour lutter contre la menace. À l'intérieur, les militaires inspectent la créature tuée par les pêcheurs en mer. Ceux-ci l'avaient ramenée sur la terre ferme dans l'intention de la vendre, mais ils sont maintenant portés disparus. Le spécimen en question ne semble pas avoir de sexe défini. C'est pourquoi ils décident de l'appeler Homo aqua. Les docteurs informent immédiatement le général Pierce de leur découverte. Les créatures ont un exosquelette protecteur et une perle au cou qu'elles utiliseraient pour communiquer entre elles. Face à cela, Pierce ordonne au médecin de remettre la perle à sa position d'origine. Alors que tous travaillent avec diligence, Barclay ne sait toujours pas quoi faire. Il s'approche du cadavre de la créature et, en signe de respect, il se signe devant elle. Peu après, l'équipe active 2 mallettes qui émettent un signal ultrasonique vers l'océan. Un message dont ils sont sûrs qu'il sera entendu par les Homo aqua. Les mallettes se chargent 40 secondes, puis libèrent une impulsion qui glace tous les présents. Il ne reste plus qu'à attendre que les visiteurs répondent à l'appel. Cette nuit-là, Barclay se sent complètement hors de sa place. Alors que tous les militaires ont des tâches assignées, lui reste assis sur son lit, attendant que quelqu'un lui dise quoi faire. Anna s'approche pour lui dire que la journée est terminée, et qu'il peut enfin dormir. Au même moment, 2 soldats montent la garde dans la cabane où ils gardent le cadavre de la créature. Soudain, le sol sous leurs pieds commence à devenir suffisamment humide pour former de la boue. Quelques secondes plus tard, tout le terrain se transforme en sable mouvant et les gardes sont engloutis vers le fond. En un instant, un autre spécimen émerge de l'eau et récupère le corps de son semblable.
Par la radio, Anna entend les appels à l'aide et l'unité se mobilise face à l'attaque. On informe au général Pierce que tout le monde a disparu, bien que les caméras de sécurité ne montrent aucune image de quelqu'un quittant les lieux. Au milieu de la confusion, Barclay ramasse un morceau de métal et déterre une chaise militaire enfouie. Pierce essaie de communiquer avec les soldats par radio, et c'est à ce moment précis qu'il se rend compte que leurs voix se font entendre sous le sol, révélant que les corps de ces hommes sont piégés sous la terre, qui maintenant est complètement sèche. Cette nuit-là, Barclay avoue au général qu'il ne devrait pas être là, étant civil sans autorisation. Cependant, il est déjà trop tard pour le renvoyer. Il a assisté à des événements classifiés, et il est désormais trop tard, Barclay étant totalement impliqué. Anna lui révèle que ces créatures habitent la planète depuis bien avant l'humanité. Parfois, ils découvrent un spécimen et dissimulent à son existence au monde. En réalité, les humains sont les envahisseurs, et si la vérité se savait, la guerre éclaterait. Pire encore, avec les 2/3 de la planète recouverts d'eau, l'humanité serait vouée à perdre. Leur conversation est interrompue par le son de l'alarme. Sur les rives de la plage, un groupe d'Homo Aqua se présente en réponse au signal envoyé. Ces êtres portent des tridents et semblent prêts pour la bataille, mais Pierce ordonne à ses hommes d'allumer les dispositifs de traduction et les soldats baissent leurs armes. La créature émet un son déchirant qui sert à calibrer les dispositifs et à disséquer son langage complexe. Quelques secondes plus tard, Pierce parle et ses paroles sont traduites en temps réel. Il se présente comme le chef des forces militaires terrestres. Il sollicite une réunion formelle avec son représentant pour clarifier les actes commis et former une alliance stratégique entre terre et mer. La créature accepte toutes les demandes, mais exige de s'adresser à l'humanité en public. Aussitôt après, des centaines d'autres Homo Aqua émergent des profondeurs. À cet instant, tous les appareils électroniques présents déclenchent une alerte de piratage, montrant que chaque mot a été diffusé instantanément dans le monde entier. En même temps, d'immenses récifs surgissent des lacs, rivières et toutes sources d'eau sur la planète. Les Homo Aqua se présentent officiellement devant la Terre, tandis que les médias diffusent tout ce qui se passe au reste de la civilisation humaine. Les meilleurs ingénieurs du monde construisent aussitôt un enclos spécial pour la réunion avec les êtres aquatiques. Lors d'un événement d'envergure mondiale appelé Diplomatie H2O. Depuis sa position, Barclay communique avec sa famille, même s'il ne peut pas révéler les détails de ce qu'il a vu. Il leur annonce son absence pour les semaines à venir. Pour assurer le bien-être de Kirby, il transfère à son ex-femme une somme d'argent généreuse reçue ces derniers jours. Au palais de justice, préparé pour la réunion historique, nous rencontrons Kate, commandante de la force spéciale de renseignement. Elle est l'autorité suprême qui décidera si les Homo Aqua doivent être considérés comme des alliés ou des ennemis de la surface. Kate insiste qu'aucune erreur, même minime, ne sera tolérée. Les prochaines 24 heures détermineront le destin de l'humanité. Elle bénéficie du soutien de toutes les nations pour résoudre au mieux la crise. Partout dans le monde, 195 pays se connectent au signal, attentifs à chaque mouvement, juste au moment où l'ambassadeur de l'humanité fait son arrivée. Aux alentours du palais, l'armée maintient un circuit fermé strict pour éviter toute fuite. Les tireurs d'élite éliminent sans avertissement tout drone de presse non autorisé. Sur ordre de Kate, le réservoir principal se remplit de millions de litres d'eau, tandis qu'une équipe technique externe contrôle les fuites et stabilise la pression avec près d'1 million de litres d'eau. Devant les personnes les plus influentes de la planète, la réunion commence, et 7 spécimens d'Homo Aqua parcourent le tunnel d'accès vers le palais. Les capteurs détectent 3 formes de vie différentes parmi eux. En les observant, le monde remarque que certains portent des armures, tandis que d'autres sont des créatures aquatiques de taille supérieure. La dernière forme de vie ressemble davantage à une femme humaine, tout en gardant les caractéristiques propres à son espèce. Lorsque tout est prêt, Jonathan, ambassadeur de l'humanité, s'avance pour diriger les négociations. Il leur souhaite la bienvenue et attend quelques secondes pour que les dispositifs traduisent ses paroles. Cependant, la chef des Homo Aqua répond dans un anglais parfait. De cette façon, elle montre clairement qu'ils sont une espèce intelligente et pleinement préparée pour ce qui va arriver, ayant appris toutes les langues humaines spécialement pour cet événement. Jonathan leur offre une fleur symbolique, cultivée sur le point le plus élevé du monde, quelque chose qu'ils ne pourraient pas voir par eux-mêmes en raison de leur nature. Ce geste a été récompensé par un autre cadeau, bien que celui-ci soit bien moins agréable pour l'assistance. La chef des Homo Aqua présente 2 œufs, dont les petits sont morts, à cause des déchets que l'humanité a jetés dans les océans pendant des décennies. Ne reconnaissant pas l'autorité de Jonathan et refusant de dialoguer avec lui, il désigne directement Barclay,
le nouveau représentant de l'humanité. Devant ce tournant inattendu, Kate demande à son équipe de rassembler toutes les informations la concernant. À cet instant, la chef des Homo Aqua touche la perle à son cou, et les écrans du monde entier montrent le moment où Barclay a fait preuve de respect face à la mort de l'un des siens. Ce geste simple lui a valu le respect des aquatiques. Désormais, il devra mener les négociations, sinon aucun dialogue n'aura lieu. Rapidement, Barclay est conduit devant Kate, qui lui demande des explications sur la raison pour laquelle ils l'ont choisi comme ambassadeur, en le prévenant que s'il complote avec eux, ils le découvriront. Pendant qu'il parle, chaque détail de sa vie est minutieusement analysé. Chaque message, photo ou moment révélera la vérité, d'où son ordre de sincérité. Comme on pouvait s'y attendre, Barclay est sur le point de paniquer. Il avoue qu'il n'a aucun lien avec eux, et qu'il s'est seulement signé devant le cadavre de la créature, sans jamais imaginer que ce geste l'amènerait jusqu'ici. La situation devient critique lorsque l'épouse et la fille de Barclay sont suspendues et placées en garde à vue pour interrogatoire. Pendant ce temps, le monde entier et les réseaux sociaux condamnent unanimement Barclay, le qualifiant d'espion infiltré des êtres aquatiques. À la tombée de la nuit, Kate organise une réunion secrète avec les Homo Aqua pour leur demander d'être plus coopératifs et d'accepter Jonathan comme négociateur. Cependant, ils refusent catégoriquement. Ils ont choisi Barclay et rejeter sa demande représenterait une offense impardonnable pour leur espèce. Lors de son premier échange direct avec les visiteurs, Barclay obtient le nom de la chef, Salt. Elle accepte de reprendre les négociations à la seule condition qu'il soit l'ambassadeur. Après la fin de la rencontre, Barclay est conduit à une séance privée avec Kate, qui admet que Salt avait raison. Cette affaire concerne le destin de l'humanité, et les Homo Aqua veulent parler à un humain, pas à un politicien. Kate décide de lui donner une chance, en soulignant qu'ils doivent travailler ensemble, car le monde est en danger. Ce soir-là, il peut enfin retrouver sa famille. Parallèlement, à la base, les experts analysent les enregistrements, et découvre que tous les Homo Aqua sont connectés de façon sensorielle. Quand Salt a senti la fleur, toutes les créatures, même sous l'eau, ont perçu le parfum. À partir de cette découverte, les experts déduisent qu'ils possèdent une sorte de mentalité de ruche. Cela devient la base pour élaborer un plan visant à les détruire si les négociations échouent. Pendant ce temps, à la morgue, les médecins légistes analysent minutieusement les œuvres mises par Salt. Ils veulent percer les secrets de leur reproduction et de leur fonctionnement biologique. Au cours du processus, l'un des jeunes chargés des analyses prélève un échantillon de l'acide désoxyribonucléique des Homo Aqua et la remet à un individu mystérieux, qui le paie avec une enveloppe pleine d'argent avant de partir. Peu de temps après, ce même individu apparaît lors d'une réunion avec des généraux britanniques. Le cœur de leur conversation tourne autour de la protection de leurs entreprises face à la menace et la création d'armements spécialisés contre les Homo Aqua en privilégiant leurs intérêts économiques par-dessus toute autre considération. De son côté, Barbara est furieuse. Elle estime que son ex-mari a ruiné leur vie, car ils font l'objet d'une enquête, et il leur est interdit de quitter l'hôtel. Sa fille en sera ravie de voir son père ambassadeur de l'humanité, ce qui n'arrive pas tous les jours. À l'aube, la vie privée de Barclay devient publique. Le monde entier sait désormais qu'il n'est qu'un analyste, sans préparation pour relever un tel défi. À son arrivée au bureau, Kate apprend une grave fuite de sécurité. Dominique Dussolier, général de la section française, a divulgué la photo de Barclay et d'autres fichiers confidentiels. Son arrestation est immédiatement ordonnée, et 2 agents spéciaux l'escortent hors des locaux, juste au moment où Barclay se dirige vers la salle pour la prochaine rencontre avec les Homo Aqua. Kate l'avertit de la tension croissante et lui ordonne de suivre le prompteur à tout prix. Elle lui fait comprendre qu'ils n'ont pas besoin que ses paroles causent d'autres problèmes. Et même si Salt le préfère au podium, cela ne signifie pas qu'il soit libre. Le réservoir se remplit, puis Salt revient pour la réunion avec Barclay en tant qu'ambassadeur. La première chose qu'elle exige, c'est qu'on lui apporte un verre d'eau de la rivière la plus proche, comme s'il s'agissait d'une menace de bombe. Une unité entière d'agents spéciaux court vers la rive, prend un récipient de liquide et le porte rapidement au palais. L'eau est dégoûtante, trouble et dégage une odeur nauséabonde. Ce sont des signes évidents des années de pollution que les humains ont causées dans l'habitat aquatique. Avant de poursuivre toute discussion, Salt exige que Barclay boive tout le contenu du verre. Dans son oreille, Barclay entend les voix d'une douzaine de personnes lui donnant des instructions contradictoires. Mais Salt lui demande de parler pour l'humanité, pas pour ses politiciens. Dans un accès d'anxiété, il enlève son écouteur pour répondre avec sa propre voix et ses propres pensées. Il admet franchement que l'humanité s'est profondément trompée, empoisonnant la planète sans considérer les conséquences. Il ne s'agit pas seulement de l'eau, la terre, les forêts et toutes les ressources
ont été consommés par la cupidité humaine. Et il déclare fermement qu'il est temps de s'arrêter. Grâce à sa sincérité, Salt accorde une trêve, clôturant la journée avec une avancée significative dans les négociations. Cependant, de nombreux dirigeants politiques sont furieux de sa conduite. Ce soir-là, Kirby lui confie ses inquiétudes, mais pas sur les êtres aquatiques. Jeune femme rebelle, elle connaît les agissements du gouvernement et supplie son père de rester prudent, craignant sa disparition soudaine. Pendant ce temps, Pierce rejoint Kate pour traiter l'affaire Dominique. Il découvre que la générale bénéficie du soutien de personnes très puissantes, ce qui empêche de la garder en détention très longtemps. À l'aube, Barclay rejoint les Homo Aqua pour exposer le plan de remédiation environnementale. L'humanité promet de réduire les déchets de 15% au cours des 40 prochaines années. Barclay explique que toute autre alternative est hors de sa portée. L'humanité estime qu'un délai raisonnable est nécessaire pour mettre en œuvre des changements structurels et accomplir la mission. Sal considère cependant cette proposition comme une insulte personnelle. Au lieu d'attendre 40 ans pour que les humains réparent les dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés, elle propose de résoudre le problème immédiatement. Elle affirme qu'ils en ont assez de voir leurs frères mourir asphyxiés par les déchets terrestres. Elle prévient qu'une démonstration de force va suivre. Sal promet de leur rendre tout ce qui leur appartient. À ce moment, le ciel s'assombrit et une pluie soudaine de déchets débute au lieu de l'eau. Des milliers de tonnes de déchets tombent du ciel, inondant les rues du monde entier, déchaînant un chaos absolu parmi la population. Barbara, en route vers le palais de justice. Piégée au cœur du désastre, elle doit s'enfuir avant que sa fille et elle ne soient ensevelies sous les décombres. Kate ordonne l'alerte maximale et l'évacuation du bâtiment. Elle ordonne à Sal d'arrêter l'attaque, mais la dirigeante reconnaît qu'il est déjà trop tard. En pleine crise, Barclay est appelé par son ex-femme qui s'enfuit en voiture avec leur fille. Il la supplie d'aller tout de suite à la porte arrière du palais. Cependant, les rues sont encombrées d'ordures et d'accidents. En un instant, une tonne de béton s'écrase sur le moteur du véhicule, blessant le chauffeur et laissant les femmes bloquées au milieu du désastre. Barbara ordonne à sa fille de courir, car elles ne peuvent pas rester là à attendre que quelque chose d'autre les écrase. Kirby prend quelques secondes pour rassembler le courage nécessaire et court désespérément vers le palais, tandis que des déchets encore plus volumineux continuent de tomber du ciel. Des vélos, des pneus, et tout ce qui a un jour été jeté dans l'océan revient violemment sur la terre ferme. Devant le palais, Barclay attend anxieusement sa fille. Lorsqu'il la voit enfin, une ancre tombe et manque de l'écraser. Heureusement, il parvient à l'écarter du chemin à temps, et sa famille trouve enfin refuge dans le palais de justice. Quand la pluie s'arrête, le Titanic, célèbre paquebot coulé il y a plus de 100 ans, apparaît sur la côte de Washington, avec tout ce que les humains ont jeté à la mer. Les villes sont détruites, et tous les journaux télévisés interprètent cet acte comme une déclaration officielle de guerre contre l'humanité. Lors de la prochaine session avec les Homo Aqua, le monde entier adopte une nouvelle position. Chaque mot compte, mais Barclay ignore à nouveau le script et met le mot « guerre » sur la table. Cela crée une forte tension et Salt se sent menacé. Cependant, dans un rebondissement, il s'excuse vite et propose d'écouter les exigences des terriens. La première chose que les Homo Aqua exigent de l'humanité est l'arrêt complet de toute pollution dans les océans, ce qui était déjà prévu. Mais la demande suivante s'avère écrasante. Ils exigent que toute source d'eau soit soustraite à la juridiction humaine. Nul terrestre ne pourra entrer dans l'eau. Le transport maritime ni la consommation de ressources aquatiques ne seront autorisés. L'humanité a évolué pour vivre sur Terre et devra y rester. Des lieux comme les îles recevront un délai déterminé pour être évacués. Si leurs habitants décident de rester, ils ne pourront plus jamais quitter cette zone. Toute la salle éclate en violentes disputes. Barclay est interrompu par d'autres membres, qui le traitent ouvertement d'incompétent. Quand les cris culminent, Salt intervient, sa voix grave et puissante. Sa forme physique change pour celle d'une créature masculine. Et finalement, il impose l'ordre dans la salle. Barclay prend son courage, demande le silence et ordonne à tous de s'asseoir. Il reprend la conversation avec Salt, précisant que ces demandes sont très difficiles à résoudre. Il leur demande du temps pour débattre. Salt se retire, mais les avertit que leur prochaine rencontre aura lieu selon ses conditions, dans un endroit qui leur permettra de voir réellement à quoi ils sont confrontés. Le site choisi est la fosse des Mariannes, le point le plus profond du globe. C'est là que se déroulera la rencontre décisive, où le destin de l'humanité sera décidé. La présence est obligatoire, car toute absence sera interprétée comme une insulte impardonnable. Kate informe immédiatement qu'il n'existe aucune technologie terrestre capable de leur permettre d'atteindre une telle profondeur sans mourir en essayant. Cependant, Barclay, se laissant une fois de plus emporter par l'impulsion du moment, accepte officiellement la demande. Barclay,
simple assistance en formation, est envoyé aux installations de Blackwater avec le temps contre lui, pour suivre une formation intensive en plongée et en survie pour supporter la pression abyssale. Pendant ce temps, Pierce présente le prototype de sous-marin pour la descente. Jamais testé avec un équipage humain, les simulations suggèrent toutefois leur sécurité. Barbara essaie de l'avertir qu'à de telles profondeurs, une seule erreur structurelle le tuerait en quelques microsecondes. Mais Barclay n'a pas d'autres options. Le destin du monde dépend du succès de la mission. Ainsi, il est obligé de faire ses adieux à sa famille, les laissant plonger dans l'angoisse avec à peine une dernière étreinte. À quelques heures de l'expédition, l'équipe se déplace en hélicoptère vers le porte-avions qui les emmènera jusqu'au navire de plongée. Ravi, l'expert en navigation est terrifié. Il n'a jamais nagé ailleurs que dans des piscines chlorées. Et l'idée de plonger en profondeur lui est presque insupportable. L'équipe essaie de le calmer quelques minutes plus tard. Ils enfilent leur combinaison et marchent vers le prototype XOS conçu pour les transporter jusqu'au point le plus profond de l'océan. Ensuite, les membres entrent et les écoutilles sont scellées avec des boulons de 70 cm. La grande sphère d'acier est levée au-dessus de l'eau avant la mission. Une fois qu'ils touchent la surface, la grue les lâche simplement et la gravité fait le reste. Dans la sphère, l'équipe est violemment secouée par l'impact. Tandis qu'à la surface, un système de poulies les fait descendre à une vitesse constante. À peine 7 minutes se sont écoulées. Tout le monde est extrêmement nerveux, surtout Ravi, ignorant que la descente durerait plus de 2 heures. Pour apaiser les tensions, Barclay propose qu'ils discutent de leur projet pour leur retour et leur future célébrité. Cependant, les craquements constants de l'acier sous la pression abyssale maintiennent tout le monde en alerte. Sur terre ferme, l'armée organise une réunion secrète où Dominic est présent. Kate découvre enfin à quoi se consacre la générale, au développement d'armes supersoniques, conçues spécifiquement pour combattre sous l'eau. Kate essaie d'expliquer qu'ils sont en pleine trêve, mais les dirigeants la traitent d'illusoire. Ils sont convaincus que cela ne se réglera jamais avec des mots. Les humains ne se soumettront pas à vivre uniquement sur la terre ferme, et ils n'ont pas l'intention de reculer devant les créatures marines. La mission en cours n'est rien d'autre qu'un cirque médiatique. La solution à la crise se décide à cette table secrète où Kate n'a aucune influence ni voix. En comprenant la gravité de la situation, elle retourne immédiatement au centre de commandement, mais le sous-marin a déjà franchi la ligne de communication, ce qui rend impossible de leur envoyer un avertissement. À l'intérieur de la sphère, la vitesse de descente augmente soudainement. Ils tombent à 2 fois la vitesse prévue, et les voyants du panneau commencent à dysfonctionner de façon erratique. Quelques secondes plus tard, un choc sec leur indique qu'ils ont touché le fond marin. Cependant, à leur grande surprise, la pression à l'extérieur de la sphère semble être la même qu'à la surface. Pris de panique, les membres de l'équipe se précipitent pour enfiler leurs casques tandis qu'ils entendent l'écoutille être arrachée avec une force brutale. Ensuite, la porte disparaît complètement, mais l'eau n'envahit pas la cabine. En sortant, ils arrivent dans une grotte aux conditions idéales pour survivre. Tout l'endroit est recouvert d'une membrane biologique qui produit de l'oxygène et régule la température de façon constante. Là, ils sont accueillis par Salt, qui leur informe qu'ils n'ont pas besoin de leur combinaison dans cet espace. Barclay lui fait confiance et le laisse retirer son casque pour prouver leur sécurité. Le reste de l'équipe suit Salt, qui les guide vers une zone plus profonde de l'installation. Depuis l'intérieur de l'habitat qu'ils ont préparé pour eux, ils peuvent observer des milliers d'individus de l'espèce aquatique les fixer du regard. Tous partagent une grande curiosité pour l'anatomie humaine, comme Salt lors de la première rencontre. De façon inattendue, la chef demande à Barclay si elle peut toucher sa peau. Ils partagent un moment d'intimité et un regard intense qui transcende les mots. Là, Salt lui avoue que son seul désir est le meilleur pour son peuple, tout comme lui souhaite le meilleur pour le sien. Il lui affirme qu'ensemble, ils peuvent changer les choses et guider la planète vers un nouvel avenir, bien qu'il reste des détails à régler. Peu après, Salt leur fait visiter son foyer, où de nombreux soldats les accueillent, tous équipés et prêts à toute éventualité. De retour à la surface, Kate a chargé ses meilleurs experts d'enquêter sur Dominic et ses plans secrets. Ce soir-là, on l'informe d'une opération appelée Rupture. Au moment même où elle allait recevoir les détails techniques, une balle traverse la fenêtre de son bureau. Son garde du corps lui sauve la vie en s'interposant et recevant la balle. Au même instant, dans les profondeurs, l'un des membres de l'équipage s'approche avec un cadeau pour Salt, un globe terrestre, pour qu'il puisse voir à quoi ressemble le monde depuis la surface. Elle s'approche, mais avant que ses doigts ne le touchent, l'objet commence à s'illuminer de façon erratique. Barclay,
soupçonnant un problème, plaque violemment son camarade. Le globe tombe et explose aussitôt au sol. Simultanément, un point laser se pose sur la tête de Kate et un second coup de feu retentit au loin. L'explosion résultant de l'engin détruit tout autour de lui, provoquant la mort instantanée des membres de l'équipage et de centaines d'Homo Aqua qui se trouvèrent sur place. Au cœur du chaos, Salt saisit Barclay pour le protéger de l'onde de choc et nage rapidement vers la surface, lui donnant de l'oxygène par un baiser pour le sauver. La balle destinée à Kate la manque. Elle parvient à se cacher à temps et donne l'alerte concernant l'attaque. L'équipe de surveillance signale la destruction totale de la capsule XOS et la mort présumée de tous à bord. Une unité d'élite localise et élimine le tireur. Pendant ce temps, les journaux télévisés diffusent la nouvelle de l'explosion sous-marine, accompagnée d'une vidéo où Salt menace l'humanité et déclare officiellement la guerre, bien que Barclay tente d'expliquer la vérité. Personne ne le croit. La vidéo pourrait être fausse, mais l'impact médiatique a retourné l'opinion publique contre lui. Salt est placé en détention dans un réservoir à bord du navire et tous deux sont ramenés à la base pour faire face à des représailles pour leurs actes. Là-bas, dans un geste désespéré, Barclay parvient à voler les clés d'un camion et s'enfuit avec Salt, prenant le risque que les officiers ouvrent le feu sur eux. Le passage bloqué par les forces de sécurité, Barclay recule le camion dans une manœuvre désespérée et il jette la caisse de chargement directement dans la rivière. Salt parvient à se libérer du conteneur au contact de l'eau. Une seconde plus tard, Barclay la suit et devient alors officiellement le plus grand traître de l'humanité. L'opinion publique le considère comme complice de la tragédie et ami des poissons, alors que son visage s'affiche sur tous les journaux télévisés lors d'une chasse à l'homme inédite. En même temps, les alertes retentissent au centre de commandement et le tunnel de négociation se remplit à nouveau d'eau. Kate reçoit les Homo Aqua, mais la diplomatie a disparu. Leur porte-parole, un puissant guerrier nommé Taïd, commande l'armée et exige la remise immédiate de Salt pour son jugement. Pour eux, sauver la vie d'un humain est une trahison impardonnable envers leur propre race. Taïd lance un ultimatum, livrer Salt, où la surface sera détruite, en commençant par leur structure d'acier, qui succombent à un processus d'oxydation accéléré qu'ils contrôlent à volonté. Leurs gratte-ciel s'effondreront, leurs avions chuteront, et leur civilisation sera réduite en poussière. Barclay et Salt réussissent à s'échapper et à éviter les autorités, restant cachés loin de l'eau. Pendant ce temps, les généraux terriens discutent du déploiement d'une arme secrète conçue pour anéantir les Homo Aqua en quelques heures. Pendant la nuit, Salt avoue à Barclay la gravité de son sacrifice. En la sauvant, elle a rompu avec son peuple et sera condamnée à une solitude éternelle. Leur conversation culmine par un second baiser qui transcende les frontières entre les espèces. Pendant ce temps, Kate s'arrête devant une fresque commémorative, érigée en hommage aux victimes des profondeurs. La culpabilité la ronge, se sentant responsable de sa naïveté face aux généraux. Au centre-ville, Barclay et Salt menacent un jeune pour lui voler son téléphone. Désespéré, Barclay sollicite l'aide de Kirby, ignorant que des agents, déjà sur place, ont intercepté le signal. Avant qu'ils ne puissent réagir, une unité tactique les encercle pour les arrêter. Mais un général britannique intervient et exige la garde de Salt pour des expériences. Kate essaie de jouer la médiatrice, mais la situation s'aggrave vite. Salt, se sentant acculé, utilise son courage pour émettre un son ultrasonique qui désoriente tous les présents et profite du chaos pour se jeter dans la rivière. Dans les jours qui suivent, Barclay est confiné dans une chambre d'hôtel sous surveillance stricte. Il est prisonnier de l'État, tandis que l'enquête progresse. Au quartier général, Kate demande à un expert médico-légal d'analyser chaque image de la vidéo de Salt. La situation empire. Les Homo Aqua accélèrent la fonte de la glace antarctique et à ce rythme, toute la planète sera submergée en moins d'1 an. Titer est implacable. Son ultimatum est clair. Si l'humanité ne s'adapte pas à vivre uniquement sur Terre, il n'y aura plus de Terre pour elle. Alors que le temps passe, Barclay, au bord de l'effondrement mental en captivité, reçoit la visite d'un groupe d'experts qui le droguent et lui injectent un virus mortel appelé séparation. Ensuite, ils disparaissent sans trace, puis ses ravisseurs le laissent s'échapper volontairement. Barclay court d'abord vers la côte et se jette dans la mer en criant le nom de Salt jusqu'à son apparition. Il la supplie de fuir avec lui, mais Salt l'avertit que les marées arriveront plus tôt. Il doit avertir les humains, ou ils seront perdus. Avec un dernier baiser, ils se disent adieu, et elle disparaît dans les profondeurs avant que les soldats de Tide ne la retrouvent. Barclay informe Kate, qui sollicite une réunion urgente avec les Homo Aqua, sans obtenir de réponse. Les jours passent dans un calme tendu, et la fonte des pôles s'arrête brusquement. Peu après,
Des milliers de cadavres d'Homo aqua apparaissent sur toutes les côtes du monde. Les informations se chargent d'un espoir sombre face à la défaite apparente de leurs ennemis. Chaque jour, des centaines de milliers de cadavres apparaissent sur les côtes. L'espèce Homo aqua est menacée d'extinction, sans que la cause soit connue du monde. Les autopsies montrent qu'un virus a causé le massacre. Kate lance une analyse urgente, les experts confirment ses craintes. L'agent pathogène a été créé artificiellement, c'est une arme biologique. Quelques heures plus tard, Salt revient par le tunnel pour transmettre un dernier message. Il informe l'humanité qu'elle a remporté la victoire grâce à sa cruauté. Mais il prévient que l'eau a de la mémoire et que justice sera rendue pour les siens, quel que soit le temps nécessaire. Pendant que Salt admet sa défaite, les créateurs du virus commencent à avoir des visions terrifiantes de leur propre mort. Salt annonce que les survivants se retireront dans la fosse des Mariannes. Dans une tentative de rédemption, l'humanité propose de créer une zone sûre pour eux. Mais lorsque Barclay prononce ce mot, Salt projette des images montrant comment ses frères sont chassés pour le sport partout dans le monde. Il lui exige de ne pas déguiser la nature humaine, car sa race a déjà été témoin de ce dont ils sont capables. Ensuite, les Homo aqua se retirent, et le réservoir de la salle s'effondre, libérant 1 million de litres d'eau qui dévastent tout autour d'eux. La victoire est annoncée, et des célébrations éclatent partout dans le monde. La première saison se termine avec Barclay qui retrouve Salt en secret. Grâce à son intervention, son corps a muté, et il peut maintenant respirer sous l'eau, s'échappant ensemble vers l'abîme.